Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 190. Aujourd'hui, on va parler de la question de l'IA et si ça marque la mort du marketing de contenu. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses! Comment vous allez aujourd'hui? Moi, ça va super bien. J'enregistre ceci après avoir terminé le rituel de solstice que j'ai organisé avec mon groupe d'anciens, le groupe d'anciens de Money Brand, de Autopoésis, bref, tous ceux qui sont passés dans mes programmes et qui veulent continuer le travail. On a maintenant un groupe qui s'appelle Terre Fertile. Si tu entends ça et que tu es intéressé, c'est un espace où on ajoute justement du temps long, du rituel, de la réflexion, bref, tout le contraire de ce dont on va parler aujourd'hui, qui est la montée de l'IA et son influence sur la création de contenu, qui est quand même un sujet assez important. Puis pas juste important, c'est complètement transformateur, révolutionnaire. Ça va changer notre façon de travailler, d'opérer, même d'interagir entre nous. Et pour quelqu'un qui se spécialise dans tout ce qui est notoriété de marque sur le web, création d'identité sur le web, utilisation du contenu pour créer ces identités-là, bref, la communication dans son champ large grâce aux outils du web, ben c'est sûr que c'est un sujet sur lequel je réfléchis beaucoup, si bien que à certains moments, je me pose la question, est-ce qu'on est encore en train de jouer la même game qu'on jouait il y a 5 ou 10 ans? Puis bon, la réponse, naturellement, c'est non. J'avais cette conversation-là hier lors d'un cocktail avec un autre créateur de contenu quand même assez prolifique, qui, lui, est beaucoup sur TikTok, sur les vidéos courtes. Puis on se dit, c'est sûr que même en 5 ans, notre métier a énormément changé. Et il y a beaucoup de métiers du web qui sont en danger de par l'utilisation qui est démocratisée de l'IA. Puis là, on ne va pas nécessairement parler des dangers sur les métiers des communications ou du marketing, mais c'est sûr que ça nous amène une réflexion à savoir, jadis, on était dans une économie plus de l'attention. Là, maintenant, avec l'IA, qu'il y a tellement de contenu qui est produit, il y a tellement de volume supplémentaire, puis ça c'était même avant l'IA, il y avait une démocratisation de la création de contenu. Si vous étiez sur LinkedIn en 2016 ou en 2018 ou en 2020 versus aujourd'hui, vous avez vu, il y a une croissance quand même assez grande des utilisateurs. Et un des problèmes, c'est que beaucoup de ces utilisateurs-là, c'est pas nécessairement des personnes qui avaient une pratique de contenu ou qui ont des connaissances ou des bases ou quoi que ce soit en rédaction ou en contenu. Et donc, pour compétitionner avec les professionnels du domaine, parce que, les ghostwriters, les copywriters, et les professionnels, les influenceurs et tout ça, l'IA est venue remplir un besoin pour ces personnes-là beaucoup, ce qui fait que aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de savoir qu'est-ce qui est généré par un humain, qu'est-ce qui est généré par la machine, si bien que il y a des conversations autour de même. Il y a certaines personnes qui automatisent les commentaires sur LinkedIn, et puis là, on se pose la question, à quoi ça sert d'avoir un réseau social si on échange avec des robots? Surtout si c'est une question d'aller chercher des opportunités professionnelles, de comprendre le fit avec, avec un certain professionnel, avec un consultant ou peu importe, s'il y a toujours ce filtre robotisé qui est là pour, soi-disant, nous faire gagner du temps. Mais dans ce temps-là qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd? On perd naturellement le contact. Mais bon, je ne veux pas m'en aller dans toutes les directions. J'ai quand même un plan pour cette conversation parce que sinon, on va pouvoir parler de beaucoup, beaucoup de choses.
Mais tout ça pour dire que c'est sûr qu'on vit une transformation drastique au niveau du marketing et de nos rôles et de comment est-ce qu'on veut penser la création de contenu avec ces nouveaux développements technologiques. Donc, la première chose que je veux dire, c'est peut-être que ce que l'IA a beaucoup apporté dans les dernières années, c'est vraiment du volume, c'est de la rapidité. Les gens vont vous dire, ah, OK, mais publie, tu sais, comme grâce à l'IA, tu peux créer 30 publications en 10 minutes au lieu de passer 10 minutes par publication. Bien là, ça te donne un énorme avantage concurrentiel parce que ça veut dire que tu peux être beaucoup plus visible, avec beaucoup plus de contenu, en donnant beaucoup moins d'efforts. T'sais, puis vous savez, une de mes promesses avec Infosfera, c'est de réduire notre énergie marketing. Mais est-ce que ça veut dire que on doit l'automatiser à ce point-là? Bien, cela, c'est des questions qu'on doit absolument se poser parce que ça rentre au cœur de qu'est-ce que c'est que de faire du marketing, justement. Donc, contre l'IA, contre la quantité de production, le volume de production, même si on a des prompts, même si on est... on a les meilleurs prompts ou les meilleures façons de produire. Si on compétitionne ou si on vise le volume, on va toujours être perdant. Pourquoi? Parce qu'il va toujours y avoir quelqu'un qui va pouvoir produire plus avec moins. Surtout si c'est automatisé. Donc, si on compétitionne avec la machine au niveau de la vitesse de production, l'humain est perdant. Le problème avec le contenu généré par l'IA, vous le savez, parce que c'est des LLM, des Large Language Models, c'est que la machine est dans un cycle autophage. Elle se mange lui-même parce qu'il récupère constamment le même contenu pour créer des dérivations de ce qui existe déjà. Puis si vous savez un peu, bon là maintenant, de plus en plus, il y a de la recherche en temps réel sur l'Internet, mais l'Internet lui-même est une trace du passé. Il n'est jamais actualisé avec le présent parce que le temps qu'on crée le contenu, qu'on le publie sur Internet, qu'il y ait des conversations, que ce soit fact-check, que, tu sais, il y a eu un processus après ça de cristallisation de ce qui est un fait versus ce qui est une invention, une chimère, une hallucination. Bien, ça prend un certain temps. Et donc, on est toujours basé dans un certain passé. Ce qui fait que la machine, elle, se nourrit d'informations passées et elle reproduit ou elle crée des versions de cette information qui font sens parce qu'on les a déjà entendues. C'est pour ça que quand on regarde une phrase, on dit « Ah, ben la phrase, elle fait du sens, on entend ces mots-là. » Le LLM, lui, il va aller chercher la proportion la plus grande, la chance la plus grande que ce type de mots soit retrouvé ensemble, puis c'est pour ça que ça sonne bien à nos oreilles, puis qu'on a l'impression qu'il nous connaît, puis qu'on a l'impression que elle peut penser pour nous. Cependant, cette machine-là, comme je viens de dire, elle opère dans un cercle de photocopie, de photocopie, de photocopie. Parce que les algorithmes, ce qu'ils font, c'est que ils se basent sur le passé pour essayer de prédire des... En fait, ils prédisent pas des trends, ils communiquent des trends. C'est-à-dire que l'algorithme, lui, va toujours être en retard sur le trend. Et quand on essaye de suivre l'algorithme, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on essaye de rattraper ou de reverse engineer, de reformer le trend à partir de quelque chose qui a déjà existé. Mais naturellement, le monde est déjà passé à d'autres choses. Puis le meilleur exemple, c'est les starter packs. Si vous avez déjà vu ça, c'était comme un prompt GPT pour faire une image qu'on avait l'air d'une poupée avec des petits accessoires là, dans un emballage, un emballage plastique. Trends quand même très étrange, là. Je vais quand même dire que c'est next level. Mais le moment où la vague des starter packs a été consommé, ben là, tous ceux qui arrivaient vers la fin de la vague, ben ils étaient déjà en retard sur le trend. Fait que, tu sais, si après ça, on essaye de optimiser pour un trend qui est déjà passé date, ben on est encore une fois dans cette espèce de photocopie, tu sais. On est dans la chambre à écho de ces réseaux sociaux, de cette IA elle-même qui ne produit rien d'original. Donc, les algorithmes, ils favorisent l'imitation au-delà de l'originalité.
Puis ça fait sens parce que justement, il se base sur des datasets qui sont invariablement basés dans le passé. Mais ce qui arrive quand on fait des photocopies de photocopies, si vous avez déjà fait l'exercice, pour ceux qui vont écouter ça, ben bref, je sais même pas si des gens vont écouter ça dans 10 ans, mais des photocopies, vous savez qu'on perd de la qualité à chaque fois qu'on fait une photocopie d'une photocopie. Éventuellement, on perd la qualité au point où ça devient illisible. Puis c'est un peu ça qui se passe parfois avec les conversations IA, c'est que même si les mots entre eux font sens, c'est des phrases grammaticalement, syntaxiquement correctes, quand on essaye de comprendre le sens qui est communiqué, on réalise qu'il n'y a pas de profondeur. C'est un sens très superficiel. C'est comme, OK, oui, je comprends les mots que tu viens de me dire, mais je ne comprends pas le point que tu essayes de faire. Je comprends le langage que tu parles, mais je ne comprends pas où tu veux en venir. Fait que dans le fond, c'est un peu ça qui se passe avec les conversations qu'on a avec l'IA, c'est que tant et aussi longtemps qu'on reste dans le déjà-vu, dans les choses plutôt génériques, dans les choses plutôt communes, on va avoir quelque chose qui semble faire sens pour nous, mais c'est encore un écho de tout un tas de généralités qui ont été faites par le passé. Donc, le propre de l'humain face à la machine, ça va jamais être la vitesse. On va jamais pouvoir vaincre la machine sur la vitesse et on va jamais pouvoir la vaincre non plus sur la précision. C'est pour ça que les IA qui font des calculs ou qui analysent des radiographies ou des choses comme ça, c'est des choses qui peuvent être très utiles parce que, à quelque part, elles peuvent réduire une certaine erreur humaine. Mais le propre de l'humain, par contre, c'est la création de sens. C'est de prendre différentes choses et d'en créer quelque chose de nouveau. C'est la créativité. C'est d'être capable de saisir des signaux faibles qui amènent à une interprétation. Puis créer du sens, interpréter, tout ça, c'est des choses qui sont qu'on apprend au fur et à mesure qu'on est en contact avec d'autres humains, qu'on est en contact avec soi-même, qu'on apprend à analyser notre environnement. Puis ça, l'IA, il ne sera jamais capable de faire ça, analyser l'environnement, parce qu'il ne vit pas dans un environnement tactile, il ne vit pas dans un environnement incarné, il vit dans un environnement de langage. Puis l'environnement langagier, c'est une seule des dimensions de l'existence humaine. Si bien que le langage est quelque chose qui est déjà imparfait par rapport à notre expérience. Il y a beaucoup de choses qu'on vit comme humain, puis tu sais, moi qui me suis beaucoup spécialisée dans le travail somatique ces temps-ci, le langage du corps ou la façon dont le corps communique, souvent, on n'a même pas les mots pour le décrire. On doit imparfaitement décrire ce qui se passe à travers nos sensations, notre intuition, notre compréhension de certaines compétences, nos façons de faire, nos savoir-faire, nos savoir-être. Donc ça, c'est des choses qui sont impossibles pour l'IA de comprendre ou d'apprendre parce qu'il n'a pas cette sensibilité, je mets ça entre guillemets, là. Donc, c'est sûr que si on reste au niveau du langage, l'IA peut faire des phrases qui semblent sensées, mais il n'est pas capable de créer du sens comme nous, humains, sommes capables de le créer, qui implique de, par exemple, toucher d'autres humains. Puis j'aime le terme « toucher » parce que littéralement, on peut mettre notre main sur quelque chose, on peut mettre notre main sur le bras de quelqu'un, on peut mettre notre main sur notre bureau, et à travers cette information tactile, là, on va recevoir comme des nouveaux stimuli, des nouvelles informations. Donc, quand nous, on se compare avec ce que l'IA peut faire, il faut rester ancré dans à quel type d'intelligence, à quel type de sensation on a accès, à quel type de création de sens on a accès. Puis là, c'est là aussi que ça crée une distinction entre le rôle de l'humain va toujours être de raisonner ou toucher plutôt que de simplement émettre. Et pourquoi je parle de ça? Parce que en ce moment, d'avoir par exemple 30 publications créées par l'IA, c'est une stratégie qui mise seulement sur l'émission. On se dit, on va émettre des morceaux d'informations, peu importe si leur sens est vrai ou non.
simplement pour attirer le regard. Tu sais, c'est comme s'il y avait une sirène qui faisait juste qui faisait juste sonner constamment dans nos oreilles, puis on est comme, OK, mais une sirène, d'habitude, ça veut dire qu'il y a un feu, il y a un danger, mais non, c'est juste, la sirène sonne, juste pour être ça, OK, non, mais je suis une sirène, je suis là, je veux que tu me vois. Ah, OK, je suis une sirène, je suis là, je veux que tu me vois. OK, ben, c'est quoi, genre, que tu essaies de me communiquer? Puis c'est là qu'on a de la difficulté, parce que c'est comme la sirène, oui, elle va être entendue, elle va être perçue, elle va être, entre guillemets, visible, mais elle va pas nécessairement connecter avec nous à un niveau de « je sais quoi faire de cette sirène, je sais qu'est-ce que cette sirène représente ». Donc, le propre de l'humain, c'est la création de sens, c'est de toucher littéralement plutôt que d'émettre. Donc, quand une marque, par exemple, une marque personnelle ou une marque d'entreprise, essaye d'optimiser pour l'algorithme, on rentre dans cette boucle de mimétisme qui fait juste focaliser sur « on va émettre le plus de signaux possible, le plus de bruit possible ». OK? Et ben ça, c'est un problème parce que là, justement, on arrive dans un environnement dans lequel on est en ce moment où le bruit ambiant a énormément augmenté. Puis là, vous comprenez, hein? Là, je parle de bruit, mais je parle aussi beaucoup plus de texte, hein, de tout ce qui est la création de contenu, dans le fond, de l'émission d'informations. Donc, le rôle du contenu, c'est pas simplement d'émettre un bruit, c'est d'émettre un signal. Puis un signal, ce qui est propre au signal, c'est qu'il y a des coordonnées. Un signal, en général, on est capable de le positionner. Hein, c'est comme quand on envoyait, genre, un signal, un code morse, ben il y avait un langage qu'on pouvait dire, OK, ben voici mes coordonnées où je suis, on est capable de... Ou un signal radio, on est capable de dire à quelle distance il se trouve et des choses comme ça. Donc, le rôle du contenu, c'est pas simplement d'être entendu, c'est de se positionner et c'est de résonner. Donc, qu'est-ce que c'est se positionner? Facile, c'est de prendre une position. Prendre une position, c'est autant dire comme « voici mon adresse physique, je suis dans une position géographique », mais c'est aussi prendre une position au niveau des valeurs, au niveau de sa moralité, au niveau de son éthique, au niveau de sa politique. Prendre position, c'est s'ancrer dans quelque chose. C'est de pouvoir dire « je suis ici incarné avec quelque chose sous mes pieds où vous pouvez venir vérifier que je suis spécifiquement là. » Et c'est ce que la majorité des marques ne font pas quand elles font juste envoyer du bruit. L'autre rôle, c'est de résonner. Résonner, ça implique une fréquence. Si vous jouez de la musique ou si vous comprenez un peu la physique du son, vous savez que un son crée une vague et c'est cette vague qui, après ça, parcourt l'espace et puis on est capable de calculer la fréquence de cette vague-là. Donc, sur quelle fréquence elle vibre, hein, ce son-là. Et donc, la fréquence, qu'est-ce que c'est? C'est les choix qu'on fait. C'est la clarté qu'on est capable de mettre. Hein. Quand on chante, par exemple, si on prend encore l'idée du son, on peut chanter faux. À ce moment-là, la fréquence, elle est brouillée. Ou on peut chanter juste. Et à ce moment, la vague, elle est quand même assez stable. Donc, raisonner, ça implique une fréquence, soit de faire des choix, de viser la clarté et d'avoir, en anglais, on dit des stakes, so, des enjeux, so, des choses qui sont importantes pour nous. Puis là, ça rentre, tu sais, en communication avec la notion de se positionner. C'est pourquoi une stratégie marketing ne peut pas être basée uniquement sur la visibilité ou sur l'émission de bruit. On a besoin de la position, on a besoin de la fréquence. Pour être capable, après ça, que le son résonne en nous et qu'on puisse le décoder. Parce que si je fais juste lire des publications GPT qui disent plus ou moins la même chose, qui sont incapables de se positionner sur des éléments, qui ont des fréquences très génériques, qui ne me permettent pas d'identifier est-ce qu'on joue sur cette note ou sur cette note ou sur cette note, eh bien là, tout ce que j'ai, c'est un bruit de fond, un bruit blanc qui
me demande de la cognition, parce que j'essaye de trouver la clarté, j'essaye de trouver la fréquence, j'essaye de trouver les choix qui sont faits à ce niveau-là, j'essaye de trouver la position, mais je ne la trouve pas parce que l'IA n'est pas capable de faire ça, n'est pas capable de choisir certaines choses autres que la norme ou ce qu'il a déjà consommé de par le passé, et donc quelque chose qui est déjà techniquement obsolète. Donc, une stratégie marketing, ça doit absolument se baser dans la soustraction. La soustraction dans le sens d'enlever des choses. Enlever dans le sens de qu'est-ce qu'on ne va pas publier, quelle plateforme on ne va pas investir, quels trends on ne va pas suivre, quelle information on va ignorer, quel public on ne va pas servir. C'est là que les choix se créent et c'est là que petit à petit, on assume notre positionnement. Mais pour être capable de faire ça, ça prend d'avoir une colonne vertébrale. Ça prend d'être humain. Ça prend d'avoir le courage de dire « je suis ceci et pas cela ». Ce qui, si vous pensez dans le grand abstrait, ChatGPT ne sera jamais capable de faire ça. Ou un LLM ne sera jamais capable de faire ça parce que le LLM, il est tout à la fois. Il va être tout ce qu'on désire qu'il soit, de façon indifférenciée. Donc, si on lui donne le contrôle de décider quelle est notre marque, quelle est notre position, comment est-ce qu'on se différencie et des choses comme ça, lui, ce qu'il va nous donner, c'est les trends, c'est l'imitation de l'imitation. Et donc, on perd tout ce qui fait de nous des humains, qui est de la création du sens et de résonance. Hein, d'être capable de toucher, d'être capable d'être en 3 dimensions, sortir du monde purement langagier et rentrer dans le monde incarné. Donc, ça nous prend une colonne vertébrale, ça nous prend le courage de dire des choses qui comptent pour nous, pour les publics qu'on sert, et ce, malgré les trends et les algorithmes. Puis c'est là que ça devient un peu tricky. Si vous avez écouté mon épisode de la semaine passée sur est-ce qu'on peut vivre sans les réseaux sociaux, c'est que souvent, on a l'impression qu'on est esclave des trends et des algorithmes parce que sinon, on est shadow ban, notre contenu va pas être vu, on va pas, les gens ne seront pas capables de nous trouver, etc., etc. Mais il faut vraiment déconstruire cette idée parce que si on crée des stratégies de contenu autour des trends et des algorithmes, on se tire invariablement dans le pied parce qu'on doit faire un choix entre un positionnement et l'algorithme. Et quand on choisit l'algorithme, on décide de devenir obsolète. Une norme, on décide de devenir générique, on décide de devenir 2-dimensionnel et obsolète. Et ça a l'air contre-productif de dire ça, mais c'est l'unique façon de se différencier dans un monde rempli de bruit. C'est l'unique façon de passer de bruit à signal. Parce que quand on envoie avec clarté et entre-gens, quand on a le courage de nos messages, le courage de nos positions, le courage de nos identités qu'on veut porter, qui sont choisies intentionnellement à travers nos entreprises, nos brands, nos messages, nos contenus, c'est là qu'on peut syntoniser notre fréquence et qu'on apprend à l'émettre de façon constante et précise. Et c'est sur ça qu'on doit miser parce que nos clients, ce qu'ils veulent, c'est entendre la fréquence. C'est de pouvoir la reconnaître. C'est pouvoir, d'à travers le bruit, dire comme « j'entends la mélodie de aime ta marque, j'entends la mélodie de telle autre personne ». Et c'est celle-là que je dois suivre parce qu'à travers le bruit que j'entends, je suis confuse, je sais pas où aller, ma dopamine a des rushs et tout ça. Et le nerf de la guerre pour le contenu du futur, puis encore une fois, on sait pas quels vont être les développements technologiques, mais du moins pour la direction dans laquelle ça s'en va en ce moment, c'est d'être très, très précis, très, très clair sur la fréquence qu'on envoie. Même si on se fait attirer par le chant des sirènes. Le chant des sirènes qui nous dit, t'as juste à faire bip, 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 puis éventuellement, quelqu'un va tourner la tête.
Ils vont tourner la tête, mais ils vont toujours pas savoir qu'est-ce qu'on fait. OK, donc si on veut s'établir comme un signal, puis c'est ça que moi, j'encourage, dans le fond, mes clients à faire, puis qu'on fait à travers Infosfera, puis qu'on crée à travers les forteresses de marque et des choses comme ça, c'est de devenir une marque sémaphore, hein, comme un phare dans la nuit qui dit on sait exactement où on est positionné, on sait à quel rythme on envoie cette lumière-là, on sait où on envoie cette lumière-là, et quand les bateaux arrivent, ils sont capables de l'apercevoir puis de dire voici le phare de. Hein, un lieu de ressourcement, un phare dans la nuit, c'est un lieu de ressourcement, c'est un espace de sécurité, c'est un attracteur naturel. Hein, c'est ça la métaphore que je veux que vous gardiez, c'est est-ce que ma marque est un phare? Et là, l'autre notion vraiment importante qu'il faut garder en tête, c'est que pendant longtemps, on était dans une économie de l'attention. Hein, tout le monde disait, puis même dans le temps de la publicité, dans la publicité plus traditionnelle, hein, à la télé et tout ça, on était dans une économie où tout ce qu'on veut, c'est on va avoir le maximum de yeux, hein, des eyeballs sur nos contenus, sur nos produits, sur nos choses comme ça. Mais dans un monde où chaque marque peut publier quotidiennement, la véritable monnaie d'échange, c'est si les gens se rappellent de nous. S'ils reviennent, si on a véritablement changé quelque chose pour eux. Puis ça, ben on le sait, tu sais, je veux dire, moi, ça fait assez longtemps que je crée du contenu dans ma vie, là. Moi, il y a des personnes qui vont venir vers moi, puis ça fait, je sais pas, l'autre fois, il y avait une personne qui était dans... j'en ai parlé dans l'épisode de podcast, je pense qu'il y a 2 semaines. Elle m'a écrit sur LinkedIn, je lui avais parlé en 2018, donc il y a 7 ans. Puis elle m'écrit l'année passée ou cette année, puis elle me dit « Hey, t'avais publié quelque chose sur Instagram à propos de telle chose. » Puis je me suis réveillée cette nuit, puis je pensais à ça. Est-ce que tu pourrais me le renvoyer? Et ça, c'est le propre d'un contenu qui résonne, parce que c'est un contenu qui résonne à travers le temps. C'est un contenu qui a créé une marque, une empreinte à l'intérieur d'elle. Et donc, ça fait que mon nom, ma marque, ce que je fais, qui je suis, a laissé une empreinte. Puis c'est ça qu'on veut. C'est du contenu qui laisse des empreintes. C'est des contenus qui laissent des traces. C'est des contenus qui, on fait pas juste consommer puis oublier. C'est pas du contenu fast-food. C'est du contenu qui crée des expériences, des transformations. Parce qu'après ça montre que, après ça, ben, quand ils travaillent avec nous, on peut avoir ces transformations. On peut continuer à construire. Puis plus on crée du contenu dans cette fréquence-là, plus on renforce la confiance qu'on est capable d'amener ces transformations. Donc ici, on parle de l'attention à la rétention. On veut pas juste que les gens portent attention à notre contenu. On veut qu'ils le retiennent. On veut qu'ils s'en rappellent. On veut que ce contenu-là change quelque chose dans leur façon de voir le monde ou de penser. Pas juste quelque chose qui les divertit pendant le 2 secondes avant qu'ils scrollent. C'est pas ça qu'on cherche. Ben, du moins, dans mon approche là, de ce que moi je vois être le futur du marketing de contenu. Puis là, il y a encore beaucoup trop de monde qui focalise sur le volume, qui focalise sur la visibilité, qui focalise sur écrire 30 posts, tu sais, genre publie, il faut que tu sois vu, t'as pas le choix. Ce qui était une stratégie, hein, si vous écoutez Gary Vee ou, tu sais, Hormozy ou peu importe, il disait, ben oui, tu sais, moi je publiais 12 fois par jour ou 12 fois 12 fois par heure sur Twitter jusqu'à ce que les gens ils comprennent ce que je faisais. Mais ça, c'était dans un temps où il y avait beaucoup moins d'espace investi, beaucoup moins de créateurs. Là, maintenant que tout le monde et sa mère se sont nommés créateurs de contenu, on n'est plus dans la même game. On est dans une game de rétention, on est dans une game beaucoup plus précise au niveau de la fréquence qu'on veut envoyer, beaucoup plus intentionnelle. Parce qu'on ne peut pas compétitionner avec la vitesse et avec le volume que l'IA nous donne. On ne peut juste pas. Ça, on va s'épuiser si on essaye de créer à ce rythme-là. Il y a des gens qui vont automatiser ces choses-là. C'est comme les fameux courriels qu'on reçoit genre 50 fois par jour. Veux-tu que je te propose telle affaire? On les lit plus, là, ces affaires-là. On est bombardé de spam, on est bombardé de contenu poubelle.
Donc, dans ce surplus d'informations, c'est ceux qui vont avoir les fréquences cristallines qui vont attirer l'attention. Et même, c'est même pas tant de attirer l'attention, on vient de le dire, c'est ceux qui vont perdurer dans les esprits. C'est ceux qui vont laisser des marques, laisser des empreintes. Donc, quelques questions de réflexion ici pour déterminer, pour commencer à penser à votre fréquence. Hein. À quoi est-ce que vous croyez réellement? C'est quoi vos croyances dans votre entreprise ou dans votre vie? Hein? Et est-ce que vous le dites assez de fois? Est-ce que vous en parlez suffisamment de ces croyances? Hein? Parce que les croyances, c'est des choix, c'est des positions. C'est des choses qu'on accepte de porter sur notre cœur. C'est nos blasons de référence. Est-ce qu'on le dit assez de fois et assez fort? Est-ce que votre public prendrait une capture d'écran de ce que vous publiez? Est-ce que ce que vous publiez, là, c'est digne de marquer les esprits 5 ans plus tard? Est-ce que votre contenu, est-ce que votre client enverrait votre contenu à son meilleur ami? Ou à quelqu'un là, qui a vraiment... Est-ce qu'il y a assez de confiance dans votre contenu pour l'envoyer à quelqu'un d'autre? Est-ce que votre contenu prend des risques? Ou est-ce que ça peut venir de n'importe qui? Est-ce que ça peut être écrit par ChatGPT? Puis c'est ici qu'on va intervenir dans Infosfera. Dans Infosfera, qui est mon incubateur holistique de 12 mois, hein, où on réconcilie marketing à singularité, on s'assure d'abord que notre entreprise est un safe space. Parce qu'on l'a dit, ça prend du courage, ça prend une colonne vertébrale pour faire ce genre de contenu-là. Faut pas qu'on ait peur. Faut pas qu'on ait peur des réprimandes. Faut pas qu'on ait peur des critiques, des trolls, de toutes ces choses-là. Faut pas qu'on ait peur de ce qu'on va se dire dans notre tête si jamais le contenu convertit pas ou des choses comme ça. Donc, il y a une notion ici très humaine de dire, est-ce que je suis prête à travailler à ce niveau-là sur mon positionnement, sur ma marque, sur les messages que je veux envoyer? Est-ce que je suis capable de soutenir ces messages-là? Beau temps, mauvais temps. Ensuite, on travaille sur le positionnement hein, pour trouver la fameuse fréquence, les fameux messages. Hein, c'est dans quel carré de sable qu'on joue, c'est quoi exactement les coordonnées où on veut amener les gens, comment est-ce qu'on fait pour transmettre clairement ce message avec constance. Et enfin, forteresse de marque, qui s'appelait jadis Money Brand Gamma, c'est là qu'on bâtit la forteresse de notoriété. Donc, l'espace virtuel, le territoire virtuel dans lequel on invite nos clients, à travers lequel on envoie les signaux. Hein, la fameuse marque sémaphore, hein, cette forteresse qui dit « c'est ici que je produis ce game-changing », ce travail game-changer, ce travail de thought leadership, ce travail de changement, de transformation. Et c'est d'ici qu'on envoie les signaux réguliers de cette fréquence-là. Donc, je vais vous laisser dans les notes un atelier gratuit que j'avais fait qui s'appelait « Marketing de l'enchantement ». Je parle un peu du futur du marketing de contenu, hein, qui pour moi, c'est le marketing de contenu. Hein, on parle de marketing organique, donc pas du marketing payant, mais de comment aussi trouver son mix marketing. Un mix marketing, c'est un langage dans le domaine du marketing qui veut dire, c'est quoi les différentes tactiques qu'on utilise pour se faire voir, connaître, reconnaître par nos clients. Puis, je vous laisse aussi le lien vers Infosfera, mtamarque.com/Infosfera, c'est INFOSPHERA. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou LinkedIn. Et je suis très curieuse d'entendre vos réflexions sur le futur de la marque, le futur du contenu. Et si vous êtes avec moi, si vous pensez, vous aussi, que le contenu, le marketing de contenu, le marketing organique va vivre une évolution qui va peut-être être un peu plus challengeante pour beaucoup, parce que c'est pas comme ça que les gens
étaient habitués à créer du contenu, puis je le sais parce que j'enseigne ça depuis 10 ans, mais dans lequel je pense que si vous êtes capable de développer ces compétences-là, vous allez avoir une longueur d'avance, pas juste pour les 6 prochains mois, mais vraiment pour les prochaines années, alors que les gens n'ont pas eu la discipline de vraiment mettre les bases pour créer ce genre de territoire web-là. Alors sur ce, je vous souhaite une belle journée et on se dit à très bientôt. Hey! T'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.